Voici l'enregistrement des entretiens que le professeur Étienne de Harven et le docteur Christian Fiala ont bien voulu m'accorder. Ces deux médecins, comme de nombreux autres de par le monde, sont des dissidents de la thèse officielle qui prétend que le syndrome d'immunodéficience acquise est le résultat d'une infection virale. Tous deux font partie du comité consultatif sur le sida mis en place par le président de la République sud-africaine, M. Thabo Mbeki. Après ses études de médecine et une spécialisation en microscopie électronique, Étienne de Harven a quitté l'Europe pour l'Amérique du Nord, où il a effectué l'essentiel de sa carrière. Tout d'abord, dans l'un des plus grands instituts de recherche sur le cancer des États-Unis, le Sloan Kettering Institute de New York. Ensuite, comme professeur d'anatomopathologie à l'Université de médecine de Toronto au Canada. C'est un des meilleurs spécialistes internationaux des rétrovirus. Depuis mars 2005, il est le président du groupe Reappraising AIDS, réévaluer le sida, qui réunit les scientifiques contestataires de tous les continents. Professeur de Harven, pouvez-vous nous expliquer quelques principes de base de la microscopie électronique? Principe de base, ou surtout contribution principale, si vous me demandiez quelle était la plus grande contribution de la microscopie électronique à l'histoire de la biologie, je vous dirais certainement que c'est la démonstration morphologique des virus. Et c'était une notion qui est devenue tellement importante dans les années 1950-60 que André Lvov lui-même avait proposé dans une conférence qui s'était tenue à New York en 1962 de baser la classification des virus sur leur structure telle qu'elle apparaît au microscope électronique. Donc, il y a une contribution monumentale de la microscope électronique à la virologie, qui est passée quelque peu en seconde zone dans les années 70 et surtout 80, lorsque la biologie moléculaire a nettement pris le dessus et que l'identification des particules virus a été très largement remplacé. Le rôle de la microscopie électronique dans l'identification des virus ont été très largement remplacés par la reconnaissance biochimique des marqueurs moléculaires de ces mêmes virus. On connaît à peu près actuellement combien de ces virus à ARN, enfin de ces rétrovirus. On en a répertorié une dizaine, une quinzaine peut-être? Oui, c'est de cet ordre-là. C'est dans les années 50-60 qu'on identifiait chez les souris, chez les poulets, chez le chat, des virus dont on savait qu'ils étaient tous d'une morphologie très très comparable, pratiquement identique, et qu'ils contenaient tous de l'ARN, c'est donc des virus cancérigènes à ARN, et que l'on parvenait à d'abord à voir très facilement au microscope électronique, à isoler, à purifier, et dont on avait une solide évidence de laboratoire qui permettait de penser que ces virus étaient effectivement les causes des différentes formes de leucémie ou de tumeurs auxquelles ils étaient associés. Mais la grande déception des années 60 fut de ne jamais réussir à trouver un équivalent de tout cela en pathologie humaine, car en pathologie humaine, on n'est jamais parvenu à démontrer d'abord ni la présence, ni forcément le rôle d'aucun de virus comparable dans les différentes formes de cancer chez l'homme ou de leucémie chez l'homme. Puisqu'aucun rétrovirus n'a jamais été suspecté d'être la cause de maladies humaines, pourquoi a-t-on attribué au fameux VIH des caractéristiques de rétrovirus pathogènes? En fait, pour aucune raison scientifique valable. Mais il faut pour ça retracer un peu l'histoire de la lutte, de la recherche sur le cancer dans les années 70. Au fond, c'est une sorte de drame qui s'est joué à la suite du fait que, en 1972, le président Nixon avait fait passer par le Congrès américain une loi qu'on appelait la guerre contre le cancer,
et qui mettait un accent extrêmement appuyé sur le rôle hypothétique de virus de cette famille-là dans la genèse des cancers humains. Et cela a donné à toute cette hypothèse-là un soutien tout à fait prédominant. Mais pendant toutes ces années 70, on n'a jamais pu démontrer que d'abord ni la présence ni le rôle d'aucun de ces virus en aucune matière cancérologique humaine. Et à la fin des années 70, la négativité de tout cet effort commençait à être de plus en plus évidente et commençait à être la cible de critiques de plus en plus acerbes. Si bien que en 81, lorsque une nouvelle pathologie est apparue chez des homosexuels et chez des drogués, surtout en Californie et à New York, et qu'une hypothèse fut émise que ces nouvelles pathologies, que l'on n'avait pas bien reconnues antérieurement, étaient possiblement, hypothétiquement dues à des rétrovirus, ça a été comme une forme de sauvetage du rôle des rétrovirus en pathologie humaine. Et ces mêmes laboratoires de recherche fondamentale en cancérologie, qui, dans les années 60-70, s'occupaient uniquement de cancer, se sont tout d'un coup occupés uniquement de sida, parce que c'était une manière de sauver et de justifier l'immensité des crédits qu'ils avaient reçus avec un résultat totalement nul pour essayer de tenter de démontrer le rôle de ces virus en cancérologie humaine. Et il y a donc eu un transfert d'intérêt de la cancérologie vers le sida, essentiellement basé sur un effort de justification de l'immensité des crédits qui avaient résulté de la législation votée par Nixon, enfin proposée et votée sous la présidence de Nixon, et sous ce que l'on appelait à cette époque-là la guerre contre le cancer. Bien, donc, puisque aucun rétrovirus n'a été déclaré potentiellement pathogène, qu'en est-il des autres micro-organismes? Par exemple, est-ce que d'autres micro-organismes, bactéries, virus classiques, sont capables, comme on l'annonce dans le cas du sida, de provoquer des maladies aussi différentes dans un même individu? Très bonne question, réponse totalement négative. Il n'y a, pour autant que je sache, aucun virus, aucune bactérie qui soit d'une multiplicité pathologique comparable à ce que l'on prétend maintenant être le cas du VIH. Mais cette multiplicité a une toute autre origine. Lorsque on s'est rendu compte du fait que l'étude épidémiologique du sida, dont la réalité clinique est indiscutable, soulignons bien ce fait-là, lorsqu'on s'est rendu compte que dans l'étude épidémiologique du sida, les chiffres ne correspondaient pas à la notion classique d'une épidémie, on a modifié la définition du sida à la demande et avec l'approbation regrettable de l'Office mondial de la santé, qui n'a pas hésité à faire plusieurs, je crois qu'il y en a eu 3 ou 4, modifications de la définition de la maladie pour consolider cette notion d'une expansion de l'épidémie. Mais l'épidémie, un, n'existait pas, et deux, ne s'amplifiait pas, mais ne s'amplifiait que par la modification de la définition de la maladie. Et lorsqu'on a commencé à prétendre qu'il y avait des maladies associées au sida, et je crois qu'il y en a 27 maintenant officiellement, cela modifiait, ça interférait sur les chiffres d'une façon absolument spectaculaire, et des nombres qui étaient modestes dans les années 88 devenaient astronomiques dans les années 92. Et tout ça, c'était simplement le résultat d'une modification de la définition de la maladie. Et on a ajouté toute cette liste de maladies associées au sida dans le but essentiel de manipuler les statistiques du sida, qui sont un jeu d'arithmétique absolument sans aucune signification scientifique valable. Depuis 1983,
On prétend avoir trouvé l'agent responsable du sida, à savoir le rétrovirus baptisé VIH. Quelle preuve scientifique a-t-on de l'existence de ce rétrovirus et de son implication dans les maladies dites du sida? Il n'y a strictement aucune preuve scientifiquement valable que ce virus ait jamais été isolé d'une façon scientifiquement acceptable, et il n'y a aucune preuve que ce virus soit la cause d'une maladie quelconque. On n'a jamais réussi à donner le sida aux singes, on a su les rendre séropositifs, mais là, c'est vraiment un jeu de mots. Le fait d'avoir des anticorps dans le sang circulant n'est pas une maladie. Nous avons tous des anticorps, et la fabrication d'anticorps est fondamentalement une réaction protectrice qui nous permet de lutter contre pas mal de pathologies infectieuses, qu'elles soient virales ou qu'elles soient bactériennes. Mais la présence d'anticorps en soi n'est pas une maladie. L'horreur de toute cette aventure pathétique du sida que nous connaissons actuellement et que on terrorise la population du monde entier sur base de données qui reflètent essentiellement la présence d'anticorps et non pas la présence d'un virus. Le nombre de gens que l'on terrorise en les déclarant séropositifs et qui sont convaincus qu'ils ont le virus est absolument pathétique. Or, ils n'ont pas le virus, ils ont un taux élevé d'anticorps. Si encore ces anticorps étaient spécifiques contre un virus bien isolé et proprement caractérisé, ce serait peut-être plus important. Mais il est apparent que si les interactions croisées de ces virus sont extrêmement nombreuses et que ces anticorps peuvent être d'origine extraordinairement variée. Il y a apparemment une liste d'environ 70 conditions médicales qui sont susceptibles de provoquer l'élévation de taux d'anticorps qui vont tester positif à ce qu'on appelle le test de la séropositivité. Des choses aussi variées que des transfusions multiples, que certaines vaccinations, que certainement les hépatites, que des grossesses multiples. Donc, c'est vraiment pas dans le domaine de la pathologie, mais dans la vie absolument normale, sont toutes capables de provoquer la formation d'anticorps qui vont tester positif dans le test ELISA que l'on emploie pour prononcer la séropositivité qui terrorise la population du monde. Donc, ces tests de séropositivité, contrairement à l'idée qui a été répandue, ne testent rien du tout. Ne testent absolument rien. La meilleure conclusion et guérison de cette panique du sida que nous connaissons actuellement serait d'interdire les tests. Si l'on arrêtait de faire ce fameux test de la séropositivité, on ne parlerait plus de sida. On parlerait, par exemple, en Afrique, bien sûr, de la malnutrition, bien sûr, du manque d'hygiène, bien sûr, de la tuberculose, de la malaria et de toute la pathologie tropicale, mais il n'y a aucune raison de coiffer toutes ces pathologies-là du nom de sida, car comme le docteur Fiala l'expliquerait probablement beaucoup plus clairement que moi, il n'y a pas une épidémie de sida en Afrique, même en Afrique subsaharienne. Il y a une pathologie tropicale que l'on connaissait depuis bien longtemps, et il n'y a aucune raison de considérer qu'un tuberculeux séronégatif est un tuberculeux, mais qu'un tuberculeux séropositif est un malade sidatique. Vous faites partie de ces chercheurs et professionnels de la santé que l'on appelle les dissidents. D'après vous, que doit-on penser de ces scientifiques qui représentent la thèse officielle et qui, malgré l'évidence que les pathologies du sida n'ont rien de viral, s'obstinent à entretenir la peur du virus? Je vais répondre un peu indirectement. Lorsque nous avons été convoqués par le président Mbeki en Afrique du Sud, comme membre de son comité consultatif sur le sida, je me souviens de la première séance où on était assis à environ 35 de la recherche sur le sida, à peu près une moitié d'orthodoxes et une moitié de dissidents. Et je cherchais à reconnaître un peu qui était autour de cette grande table. Et j'avais à côté de moi le professeur Gordon Stewart,
qui connaissait beaucoup mieux tous ces gens que moi, et comme il m'aidait un peu à reconnaître qui était qui dans tout cela, je lui demandais, mais enfin, si on devait dire, par un effet de baguette magique, que tous ceux qui sont soutenus par les firmes pharmaceutiques, comme Glaxo Wellcome, ou comme Abbott, ou comme Hoffmann La Roche, qu'ils devaient quitter la salle, Gordon Stewart m'a répondu, ben, il resterait toi et moi. Ou à peu près, enfin, il n'a pas dit ça aussi franchement que ça, mais je crois que le rôle, comment dirais-je, la liberté de penser en tout ça est une affaire de sous. C'est une affaire de financement. Lorsque je donne des conférences sur toute cette controverse du sida, j'ai la liberté de celui qui n'a plus strictement rien à perdre, ni rien à gagner, et qui est d'une liberté intellectuelle totale. Je ne cherche pas aucune promotion, je ne cherche aucun crédit, je ne dépends pas des subsides donnés par les fabricants de l'AZT ou les fabricants d'un test de la séropositivité. C'est cette indépendance totale vis-à-vis du milieu de la grande industrie pharmaceutique qui donne aux dissidents leur libre choix et leur liberté de penser. Chaque fois que nous avons des confrontations dans des conférences innombrables ces dernières années sur tous ces sujets-là, c'est toujours le même problème de la panique des orthodoxes de voir leur crédit mis en péril par le fait d'une attitude qui pourrait faire penser qu'ils ne soutiennent pas les profits économiques des fabricants de ces médicaments-là. De même, il y a un autre groupe qui s'oppose à nous d'une façon souvent très vocale et parfois violente. Ce sont beaucoup d'homosexuels et beaucoup de drogués qui sont protégés maintenant par une législation tellement importante que l'idée que l'on puisse mettre en doute les bases mêmes de toutes ces décisions sociales-là les plonge dans une panique irrésistible et leur font penser qu'il faut absolument nous écraser ou nous faire taire par tous les moyens. Je dis tous les moyens. Lors d'un précédent entretien, vous m'avez parlé d'une expérience scientifique qui a été totalement négligée et qui, pourtant, permettrait de trancher le problème de l'existence ou de la non-existence de ce fameux virus. Je veux parler d'une culture de lymphocytes de centre cordon-ombilical. Vous pouvez en dire un peu plus? Bien sûr. Donc, l'article le plus important dans la presse médicale, qui est l'article qui est vraiment à l'origine de toute cette épopée rétrovirale, comme on l'appelle parfois, qui a été publié à Paris en 1983 par le groupe de l'Institut Pasteur, et article dans lequel on prétendait avoir isolé un rétrovirus qui serait probablement la cause du sida. Et cet article se basait sur des observations qui, effectivement, semblaient suggérer l'isolement d'un rétrovirus. Cette démonstration était reposée sur, en fait, 3 aspects. Elle reposait sur le fait que des cultures cellulaires avaient été infectées avec des extraits venant de ganglions d'un patient sidéen, et que dans ces cultures cellulaires, on pouvait isoler des particules qui avaient des caractéristiques physiques de sédimentation qui ressemblaient extrêmement près à des caractéristiques connues de rétrovirus que l'on connaissait bien chez les animaux de laboratoire dans le temps. Ça, c'était un aspect. Un second aspect était le fait qu'on parvenait apparemment à reproduire certaines transformations de cultures cellulaires qui évoquaient une infection in vitro, donc en culture, par la culture infectée originalement. Un troisième élément considéré comme une démonstration
était celui de la microscopie électronique. Microscopie électronique qui était clairement illustrée par une photographie de microscopie électronique publiée dans ce fameux article qui représentait indiscutablement la présence de particules de rétrovirus bourgeonnant à la surface de certains lymphocytes qui étaient présents dans ces cultures. Car il faut savoir que ces cultures étaient loin d'être des cultures simples. C'était des cultures affreusement complexes, dans lesquelles on mélangeait des cellules d'origine extrêmement variée, pour tout faire pour essayer qu'on retrouve là-dedans des rétrovirus. Et Luc Montagnier a d'ailleurs dit lui-même que ces cultures étaient de vraies soupes, c'est le mot qu'il a employé, des soupes rétrovirales. C'est ce qu'il a dit à Damel Taï dans ce fameux interview en 1996. Et c'était bien vrai, car dans ces cultures, il y avait apparemment la viabilité de ces cultures semblait mauvaise. Et dans le laboratoire où on faisait ces travaux-là, ils étaient extrêmement craintifs de perdre la culture, que toutes ces cellules ne meurent dans toutes les bouteilles dans lesquelles toutes ces cellules poussaient. Alors, ils voulaient rajouter des lymphocytes là-dedans pour être sûr que quelque chose survive. Et là, ils ont fait un choix absolument désastreux qui est le choix de lymphocytes humains d'origine lymphocytes du sang du cordon ombilical. Et ça, c'était un choix absolument déraisonnable, car il était bien connu à cette époque-là, et cette époque-là c'est 82-83, que le placenta humain contient énormément, et pratiquement dans tous les cas, des rétrovirus endogènes, qui n'ont apparemment aucun effet pathologique, qui ne causent aucune maladie, mais qui sont là, tout simplement. Pour on ne sait au fond trop quelle raison, et probablement depuis des temps totalement immémoriaux. Si bien que les lymphocytes venant du placenta ont toute probabilité de comporter le même matériel génétique, c'est-à-dire des séquences correspondant au génome de rétrovirus, et qu'on appelle des rétrovirus humains endogènes. Alors, le fait, à l'Institut Pasteur, en 83, d'avoir ajouté dans ces cultures-là des lymphocytes venant du cordon ombilical, était vraiment un choix totalement malicieux, en ce sens qu'on ne pouvait rien faire de mieux pour être sûr de finir par voir des rétrovirus dans ces cultures. Et bingo, ça a marché. Et au microscope électronique, le microscopiste électronicien qui était dans le groupe à l'Institut Pasteur a peu après cela reconnu des rétrovirus qui bourgeonnaient à la surface des lymphocytes. Et si vous regardez soigneusement ce fameux papier de 83, l'image qui représente indiscutablement des rétrovirus est l'image d'un lymphocyte du cordon ombilical. Ce n'est pas du tout l'image d'un lymphocyte du patient qu'ils avaient étudié. Et il n'y a donc aucune raison d'admettre l'interprétation de ce papier selon laquelle ce virus provenait du patient. Ce virus provenait plus que probablement, presque, à mon sens, pratiquement certainement, des lymphocytes du sang du cordon ombilical. Alors il faut ajouter, au point de vue du rôle de la microscopie électronique dans tout cela, un point important que dans le grand public, lecteurs et admirateurs de la grande presse, un point qui est, je crois, presque toujours ignoré. Toutes ces images fantastiques que l'on voit, le VIH en couleur avec des petits boutons tout partout et on le voit de l'intérieur, du dehors, etc. Ce sont des images absolument fascinantes qui sont dans toutes dans l'imagination, enfin pas dans l'imagination, mais qui sont dans nous tous, parce que nous l'avons vu trop souvent. Sachons bien, n'oublions pas, que toutes ces images sont des embellissements par ordinateur de particules de rétrovirus qui ont été vues dans des cultures cellulaires, mais ne proviennent jamais d'un seul patient sidatique. Il n'y a aucune de ces images qui dérive directement de l'isolement d'un tel virus d'un malade du sida.
Ces images viennent toujours d'expériences de laboratoire extrêmement complexes dans lesquelles on fait tout, y compris ajouter des cellules placentaires, pour être bien sûr qu'on finisse par y voir des rétrovirus. Mais ça n'a rien à voir avec le sida. Alors cette fameuse expérience oubliée dont nous parlions tout à l'heure, en quoi consisterait-elle? C'est extrêmement simple, ça n'a jamais été fait. Il faudrait tout simplement demander à une maternité des échantillons de sang du cordon ombilical, isoler de ce sang-là les lymphocytes, les mettre en culture cellulaire et les exposer à des facteurs de croissance identiques à ceux qui avaient été utilisés à Pasteur en 83. Et après quelques jours, regarder ces cellules-là au microscope électronique. Et je sais que, que cette expérience n'a jamais été faite, et deux, que la probabilité est absolument considérable que ces cellules-là vont exprimer, comme on dit, des rétrovirus à leur surface sous l'effet stimulant de facteurs de croissance comme le facteur de croissance des cellules T qui avait été employé dans le laboratoire à Pasteur en 80. Parmi les groupes que l'on dit à risque se trouvent les hémophiles. Que pensez-vous des maladies que l'on attribue au VIH au sein de cette population? Pour ça, la meilleure référence est celle d'un travail britannique qui a évalué la mortalité des hémophiles séropositifs, je crois, à partir de 1980 jusqu'en 92. C'est une étude statistique extrêmement sérieuse qui a été faite sur un grand nombre de patients hémophiles séropositifs comparés à des hémophiles séronégatifs. Et donc pendant cette période d'années 80-92. Les courbes présentées sont extrêmement frappantes, car il est apparent que la mortalité était stable dans les années de 80 à 86. Oui, vous m'avez montré cette courbe, et on remarque qu'à partir de cette date, elle grimpe brusquement. Ce montée en flèche était tout simplement dû au fait que c'est exactement à ce moment-là qu'on a commencé à donner de l'AZT, et non seulement à de l'administrer de l'AZT, mais à des doses qui étaient extraordinairement élevées, de l'ordre de 1,5 g à 1,8 g par jour, et que les très hautement probable, encore que ce soit très difficile à démontrer rétrospectivement, mais il est très hautement probable que la mortalité des hémophiles à cette époque-là était essentiellement une intoxication par l'AZT et que ces pauvres hémophiles sont morts tués par l'AZT et absolument pas par le VIH. Donc la démonstration de l'effet toxique de l'AZT, pour moi, est particulièrement évidente dans ce groupe des hémophiles qui ont été polytransfusés, car il était devenu séropositif parce que dans le traitement conventionnel des hémophiles, on les expose à des transfusions multiples, et le résultat de tout ça étant que les hémophiles fabriquent des anticorps contre toutes les protéines étrangères qui sont présentes dans le sang utilisé pour ces transfusions, et il ne faut pas pour ça invoquer la présence d'un prétendu VIH. Donc, à mon sens, il est hautement probable que la mortalité soudainement accrue des hémophiles en 87 est essentiellement due au fait que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à les traiter avec l'AZT. Vous connaissez bien le professeur Peter Duesberg, que l'on peut qualifier de chef de file de la dissidence aux États-Unis. Pouvez-vous nous parler de ses travaux concernant l'implication des stupéfiants dans les phénomènes d'immunodépression, chez les toxicomanes bien sûr, mais aussi chez de nombreux homosexuels consommant ces drogues récréatives appelées poppers? C'est fondamental. Mais ce qui est très intéressant, quand on regarde le gros bouquin que Peter Duesberg a publié en 1996, c'est qu'il a fait là-dedans une étude bibliographique profonde et il a plongé dans l'histoire du XXe siècle d'une façon extrêmement instructive.
découvrant par hasard, par exemple, que en 1906, il y eut un papier publié à Paris euh, indiquant qu'il y avait une sensibilité tout à fait accrue au risque de maladies contagieuses chez les morphinomanes. Donc le fait que les grandes drogues sont susceptibles de déprimer la moelle osseuse et ce faisant de déprimer nos lymphocytes et nos défenses immunitaires était en fait quelque chose qui était connu depuis bien longtemps. Et il n'y avait donc aucune excuse en 1981, lorsque les premiers cas de ce qu'on a appelé le sida ont été décrits par Gottlieb à Los Angeles, il n'y avait donc aucune excuse pour ignorer le fait de leur intoxication par des grandes drogues qui étaient connues pour avoir des effets extrêmement immunodéprimants. Et les fameux poppers, le nitrite d'amyle, que les homosexuels utilisaient à des doses absolument effarantes, rentraient dans cet ordre d'idées-là. Mais c'est la réaction du lobby des homosexuels qui ont été absolument horrifiés que l'on puisse suggérer que leur style de vie ait quoi que ce soit à voir avec leur pathologie et qui ont exigé que l'on modifie le premier nom qui avait été donné à la maladie. Ce premier nom était GRID, G-R-I-D, Gay Related Immune Deficiency, donc gay related. Ça leur paraissait une discrimination absolument intolérable, et on a dû inventer le nom de AIDS, donc sida, hein, pour les calmer. Mais ça n'a absolument comment dirais-je, aucun rapport avec le fait que il y avait très souvent cette population d'homosexuels était très souvent aussi une population de gens qui étaient exposés à des drogues multiples, pas seulement les poppers, mais aussi la morphine et l'héroïne et plusieurs autres choses. D'après vous, la voix des nombreux dissidents de la thèse officielle du VIH, qui se fait entendre maintenant depuis de nombreuses années, est-elle destinée à recevoir un jour une caution officielle, ou est-ce que tout le monde crie dans le désert? La plus grosse difficulté, c'est la censure totale de la presse. La presse ne parvient pas à se dégager des pressions qu'ils subissent de la part de l'industrie pharmaceutique, ne veulent pas avoir d'ennui avec les grandes firmes pharmaceutiques, et il n'est pas possible de faire passer dans la grande presse des opinions dissidentes, ni à la presse écrite, ni à la presse télévisée. C'est extrêmement difficile. L'échappatoire à cela, pour nous, c'est Internet. Internet constitue un moyen de communication que nous utilisons de plus en plus largement. Mais l'espoir que l'on a pour le moment est d'avoir une audience quand même plus accessible, dû au fait qu'il y a dans le public une grande prise de conscience des grands problèmes de l'industrie pharmaceutique. On a vu récemment le retrait de médicaments importants comme le Vioxx, le Celebrex et d'autres, et cela déstabilise un peu la crédibilité des grandes industries pharmaceutiques. Autrement dit, lorsque l'on explique au même public qu'il y en a encore d'autres de drogues pour lesquelles il faut se poser de très grandes questions, comme par exemple la ZT, on a une meilleure chance maintenant de trouver une audience un peu plus réceptive. En plus de cela, je crois qu'il y a quand même des domaines sur lesquels et orthodoxes et dissidents sont au fond de plus en plus proches les uns des autres, lorsque l'on souligne que dans tous ces problèmes affreux du sida, et en particulier en Afrique, les phénomènes de malnutrition, de manque d'hygiène, de manque d'eau potable sont probablement plus importants que tout le reste. Aux grandes conférences auxquelles j'ai pu participer récemment, par exemple au Parlement européen le 8 décembre 2003, il était évident que sur ce point-là, tout le monde était d'accord. Et j'aurais voulu qu'en conclusion de cette conférence, quelqu'un souligne
que nous n'étions pas deux groupes totalement opposés et qu'il y avait des points très très importants sur lesquels au fond nous étions tous d'accord. Et c'est certainement Roberto Giraldo qui est le plus éloquent là-dessus lorsqu'il parle des phénomènes qui lient la malnutrition avec le sida en Afrique. Et ce problème de la malnutrition en Afrique, je devrais apporter une petite correction à cela, car les grands drogués sont aussi des gens très mal nourris. Autrement dit, il y a curieusement une sorte de pont à faire entre le rôle de la malnutrition en Afrique, pour des raisons économiques tragiquement bien connues, mais le rôle de la malnutrition des grands drogués, qui est d'une toute autre origine, mais c'est aussi de la malnutrition. Donc, les aspects nutritionnels sont certainement extrêmement importants et sont de plus en plus reconnus. Et j'ai l'impression que dans les années que nous allons voir vivre, ces notions-là vont prendre de plus en plus le dessus. D'abord, l'évidence sur l'excessive toxicité des médicaments est tellement claire et tellement perceptible pour tout le monde que je crois que ça va de plus en plus freiner l'enthousiasme de ceux qui visent à une thérapie antirétrovirale et les bénéfices que l'on retire d'une alimentation mieux équilibrée, tant en Afrique que dans le monde entier, est aussi une évidence qui, je crois, va devenir de plus en plus convaincante et va peu à peu se substituer à cette notion que cette maladie est due à un virus et qu'il faut la traiter par des médicaments antirétroviraux. Professeur de Vermaelen, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé cet entretien. Au revoir. Mille merci.